Patrick, bonjour. Est-ce que vous pouvez parler? Bonjour Quentin. Ah, Oui, oui, bonjour, ça va? ça va très bien et toi? Je vais très bien, merci. Bonjour, bonjour Bonjour. Bonjour Patrick. Patrick. Bonjour, Tout va bien Euh, pour tous les deux? tout va très bien. Vous me voyez là? Tout va bien? Oui, oui, Ok. Patrick. Oui, je Bien. vous vois. Ouais, Ouais, super, J'active mon caméra aussi. voilà, tout est activé. super. Eh Bonjour. bien, bonjour. Il y a juste Chouenrat qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. Elle est en train de terminer quelque chose. Et puis Maëlle devrait aussi se connecter. D'accord, ok. Super. Bon, est-ce que vous avez des choses à projeter? Non, De mon côté, pardon. non. Non, moi Non, non bah, plus. Pardon, super, Patrick. super. Pardon. Maëlle, hop, qui est ici. Autoriser le micro, autoriser la caméra. Alors. Bonjour Maëlle. C'est bon. Normalement, Voilà. on te voit, mais on ne t'entend pas. Bonjour. On ne t'entend pas. Faut qu'elle active le micro. Ouais. Alors, normalement, tu peux parler, Maëlle. J'ai activé ton micro. Ça devrait être bon. Et je Tu vois arrives que, oui, bonjour Maëlle, je vois que ton micro est encore, votre micro est désactivé. encore désactivé. Et si tu enlèves tes écouteurs, juste pour voir, tu les débranches. Non, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais modifier les paramètres de la réunion pour activer les micros de tout le monde. Ce sera plus simple. Ah, on n'entend pas Maëlle. Toujours Non, pas. on n'entend pas Maëlle. Non. Non, j'ai l'impression qu'il y a un souci avec son micro. Il faut peut-être qu'elle, par elle-même, je veux dire, le réactive. Ouais. Autoriser le micro. Oui. Ce sont les aléas, quelquefois, de la technologie. Est-ce que c'est Bonjour. bon? Bonjour. Ah. C'est- Est-ce que c'est bon pour toi, Maëlle? Ah non. Bonjour. 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 Enchantée, Tiffany de la Fédération. De la Bon, Fédération du prêt-à-porter. Très bien. Enchanté. bonjour, Patrick Hilardi. On est un peu en préparation, on est en révision. L'événement, ça devrait commencer d'ici une dizaine de minutes. Je vous laisse au calage. Je Super. reviens. Merci beaucoup. Alors.
elle n'a pas le lien. Je lui envoie le lien dessus. Ah, Ça fonctionne. Oui, c'est Ah ben bon. voilà, Ouais, c'est bien, super. on y arrive. Oui, ça marche. Bon, j'ai dû me déconnecter et me reconnecter, c'était juste un problème. Petit bug. Enchantée. Bonjour. Enchanté, bonjour, Patrick Bonjour, Hilardi. madame. Maëlle Bonjour Darrocha, tout le enchantée. monde. Bonjour. Salut Bonjour. Quentin. Bonjour Bonjour Isabelle. Maëlle. Ah ben Bonjour. je connais Maëlle, ça y est. Oui, Ça va Maëlle? Merci. Oui, très Ça bien, va et vous? Quentin? Oui, ça va. Oui. Super. Super. Bon, je ferme la caméra, hein. J'attends Oui, que pas de souci. tout le monde arrive tranquillement. Oui, tout le monde est arrivé tranquillement. Combien d'invités, enfin, combien de Non. followers vont écouter? Et ben alors, en fait, j'ai eu un problème sur le lien d'inscription qui s'est détaché de mon événement, donc j'ai pas réussi à extraire les données, mais je pense qu'on sera sûrement une trentaine à peu près Ok, aujourd'hui. parfait. Je me suis permis de donner le lien donc, hier à une structure française donc, voilà, qui participera certainement, enfin qui sera présente. Oui, ben vous avez bien fait, Patrick, il n'y a aucun souci. Alors, normalement, Chouinrat, Chouinrat est ici. Vous aviez pas, donc vous en avez parlé, Quentin, à Hervé Huchet? Alors oui, Hervé fait partie en fait des fédérations qui me supervisent en France. Oui, Donc, oui. oui, j'ai déjà eu Hervé plusieurs fois. Mais là, ça fait un petit moment que j'ai pas eu Hervé comme j'étais en Ouais, moi congé non en plus, je fait. ne l'ai pas appelé, je suis rentré aussi avant-hier, Oui. donc je l'ai pas eu. Oui. Mais on va, de toute façon, je le vois juste après le webinaire. Ouais, mais moi aussi, je l'appellerai donc tout à l'heure Bon, également. bah écoutez, c'est parfait. Voilà. Très bien. Il devrait même sûrement participer au webinaire, parce que je viens de voir une Ouais. de ses notifications. Donc, il devrait sûrement être présent aujourd'hui. Bonjour. Donc, Bonjour tout le monde. bonjour. Bonjour Bonjour, Maëlle, Chouinrat. bonjour Jean, Bonjour. bonjour, Ouais. Ouais. bonjour Patrick. Bonjour, nous nous connaissons, je veux dire, nous sommes vus il y a très très longtemps. Je ne sais pas si Voilà, vous vous c'est ce que souvenez. j'ai dit aussi à Quentin, que je À connais. Quentin, je suis Monsieur venu chez vous, Patrick, je il suis a venu dit vous voir. oui. Ouais, je suis Oui. venu vous rencontrer à Bangkok, je me souviens. Oui. Oh, il doit y avoir plus d'une dizaine d'années, je crois. Enfin, ou une dizaine d'années à peu près. Ou peut-être pas, je ne sais plus, ou À peut-être mon avis, 7, c'est 8 ans. plus. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Voilà. Quand j'ai vu votre nom, j'ai dit à Quentin, je connais Patrick, il a dit. Oui, j'étais venu vous rencontrer, donc je me souviens. Voilà. Bon, le webinaire devrait commencer d'ici une dizaine de minutes, le temps que tout Ouais, le monde 6 se minutes. connecte, etc. Donc, ce sera très bien. Je crois que personne n'a de présentation, donc c'est parfait. De toute façon, l'objectif était vraiment de faire ce webinaire plus comme étant une table ronde, plutôt que comme étant une présentation assez individuelle. Donc, c'est parfait. Tout s'est bien passé pour vous, Patrick, quand vous étiez en Thaïlande? Très bien. Alors franchement, je veux dire, c'était vraiment super. Enfin bon, puisque je travaille sur plusieurs secteurs d'activité, là, donc j'étais présent au TAIFEX. Oui. Au TAIFEX, et j'ai rencontré, comme je vous l'ai dit, donc des gens de Business France qui sont venus me rencontrer, avec qui j'ai discuté. Donc c'est les gens d'Agrotech. Voilà, mais j'ai vraiment trouvé une Thaïlande, là, vraiment, j'y vais très souvent, puisque j'y étais, ça fait la deuxième fois que j'y vais depuis le début de l'année. Et là, donc avec la réouverture, c'était vraiment impressionnant. Donc les gens, il y a une classe moyenne, je veux dire, qui sort énormément. J'ai vraiment trouvé une métamorphose donc incroyable. Donc par rapport à ce que j'ai vécu en 2020, 2021 quand j'y suis allé, avec on va dire une Thaïlande un peu endormie. Mais là, vraiment, j'étais vraiment surpris et agréablement surpris. Oui, bien sûr. Bah, là, c'est Vraiment, ça m'a fait énormément plaisir et donc vraiment, je veux dire, je mise vraiment sur ce pays donc, et pour accompagner mes entreprises, les entreprises françaises que j'aide. Ça m'incite à avoir de nombreux projets. Là. Oui. Bon, bah, super, tant mieux. On est bien content. Oui, la reprise vraiment se fait sentir sur toute la zone. Ah oui. J'ai envoyé donc des clients sur le Vietnam également. Oui.
parce que là aussi, donc, il y a une dynamique. Oui. Donc, je m'occupe principalement, je travaille beaucoup sur la Thaïlande, sur le Cambodge, sur le Vietnam, mais à l'origine, j'ai beaucoup travaillé en Chine. Donc, avec Business France, j'ai énormément travaillé en Chine pendant plus de 10 ans. Et donc, malheureusement, je me suis arrêté d'y aller depuis 2019, malgré des autorisations pour pouvoir y pénétrer. Donc, mais donc, trop contraignant en ce moment. Ouais, j'espère que ça va, apparemment, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai entendu, ça devrait s'assouplir. Et on devrait donc avoir une année 2023, je vais dire, peut-être plus relaxe donc, quand même, à ce niveau. Oui. J'espère. J'espère. On va encore attendre quelques minutes. Juste pour bien recadrer ce webinaire, nous avons au niveau des réponses, vous avez des réponses entre 3 et 4 minutes selon ce que vous avez préparé. Vous avez chacun deux questions en amont. Et vraiment, l'objectif, c'est de discuter. Je pense qu'on peut toujours intervenir, rebondir sur ce qui a été dit précédemment si vous le sentez. Et voilà, c'est vraiment le but, c'est de discuter. Vous prévoyez, pardon, je ne sais pas, j'ai coupé. Non, j'ai juste dit d'accord. D'accord. Vous prévoyez donc combien de temps pour le webinaire? Pour le webinaire, ça va être 45 minutes, on va vraiment intervenir et puis à la fin, il y aura 10 minutes de questions et réponses. Et après, juste un petit mot chacun pour dire au revoir et ce sera tout. Donc, dans la totalité, vraiment 1 heure. À 15 heures, ce serait bien qu'on ait terminé pour libérer tout le monde. Et donc, 10 heures française, ce serait parfait. On sera dans les temps. Non. Bonjour. 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 On va encore attendre quelques instants avant de commencer le webinaire. On va peut-être attendre 14h02, 14h03 et puis on commencera ce webinaire. Bonjour Anne-Laure, nous nous connaissons, je crois. Oui, bonjour, comment allez-vous? Et vous-même, ça va? Ça va très bien, je vous Très bien. remercie. Vous intervenez sur quel sujet? Moi, j'interviens sur donc l'aide aux entreprises françaises sur la zone ASEAN. Donc, le fait que je sois société agrémentée par BPI pour aider les entreprises donc, à se développer. Et là, dans le cadre, effectivement, j'ai aidé très récemment, puisque hier, donc j'ai un importateur thaïlandais qui est venu signer un contrat. Enfin, donc c'est en cours de signature, donc avec MCS, avec Centralway, donc que Hervé m'avait mis en contact avec eux. Donc on a rencontré Centralway, on a rencontré Max Tricot également hier. Donc c'est un importateur, enfin c'est un propriétaire de plusieurs magasins sur la Thaïlande, principalement à Phuket. Donc ça devrait se concrétiser très rapidement. Ah. Voilà, donc des bonnes. Et ce que j'expliquais à Quentin, donc j'ai trouvé une Thaïlande vraiment métamorphosée par rapport à mon dernier déplacement. Donc là vraiment beaucoup de monde, des gens qui sortent, je veux dire des gens qui sont très attirés donc par la mode, par le luxe, par la mode.
C'était vraiment c'est vraiment très, très intéressant. Ah, parfait. Voilà, Parfait, plutôt si ça nous positif. ouvre des Oui, portes. oui, oui, c'est très positif. Hein. Vous C'est pourrez- donc une Ouais, réouverture après cette période Covid, donc vraiment une envie de dépenser. Donc j'ai trouvé les Thaïlandais, les jeunes Thaïlandais, donc, vraiment plein d'envie de dépenser, de sortir. Donc j'ai vu des restaurants pleins, donc même le lundi, le mardi. Donc tous les rooftops de Bangkok étaient vraiment complets. Donc c'était bien. Je pense qu'on va Ah, c'est pouvoir commencer bien. ce webinaire. Donc bonjour à toutes et à tous, et les autres prendront en cours de route. Et donc bienvenue à ce webinaire organisé par Business France. Donc pour vous, les entreprises françaises intéressées par la zone ASEAN. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Quentin Hubert, donc veilleux pour les filières de l'art de vivre dans le cadre du plan de relance à l'export de l'État français. Depuis juillet dernier, je suis donc basé à Bangkok. J'ai le plaisir aujourd'hui donc d'animer ce webinaire et pour vous présenter tout cet écosystème de l'art de vivre en ASEAN. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter les invités et les intervenants aujourd'hui. Vous avez donc Madame Chouenrat Mengtrakul, qui est chargée d'affaires export art de vivre et santé chez Business France basée à Bangkok. Ensuite, Madame Chang Nguyen, chargée d'affaires art de vivre et santé chez Business France à Hanoi, au Vietnam. Notre troisième intervenante aujourd'hui est Maëlle Darocha, responsable de zone chez Fermob. Et enfin, notre dernier invité aujourd'hui est Patrick Hilardi, président de A2CE, entreprise de consulting qui accompagne donc les entreprises françaises à s'installer sur le marché asiatique. Ce webinaire, comme je le précisais, est basé sur l'échange. Il s'agit davantage d'une discussion ouverte, d'une table ronde que des présentations individuelles. J'invite donc et je vous invite donc à interagir avec nous via le chat où vous pourrez poser vos questions, où vous pourrez poser des questions à chacun des panélistes et faire part de vos commentaires. Alors n'hésitez pas. Merci beaucoup. Avant d'entendre chacun des panélistes, permettez-moi de vous présenter brièvement les secteurs de l'art de vivre dans la zone ASEAN. Donc, la zone ASEAN, dont les pays ont totalement réouvert leurs frontières sans aucune restriction depuis le mois dernier, reste en 2021 la troisième puissance économique asiatique. Excuse-moi, Quentin, je t'interromps. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le micro, ça grésille énormément. Oui, de temps en temps, oui. Pardon, je vais essayer de me rapprocher alors. Excuse-moi. Non, pas de souci. Donc, je disais que la zone ASEAN, alors je pense que ce n'est pas mon micro, mais c'est le micro de quelqu'un qui doit affronter contre un tissu. C'est peut-être vous, Patrick. Pardon, mais C'était peut-être moi, j'essaie de... J'invite oui, ceux qui n'interviennent pas à couper peut-être leur micro. Oui. Je pense qu'il y a des petites interférences. Voilà, parfait. Merci beaucoup, Patrick. Donc, la troisième puissance économique pour l'ASEAN, après donc la Chine et le Japon, est devant l'Inde et attend pour 2022 une croissance de 5,1%, qui en fait une des zones les plus dynamiques au monde. Donc, malgré la Covid-19 en 2021, la zone a enregistré une croissance quand même du e-commerce de 41,9% dans le secteur de la décoration ameublement et de 58,2% en moyenne dans le secteur de la mode et de ses accessoires. La croissance des ventes de mobilier de bureau et des arts de la table depuis la pandémie s'explique par l'envie d'améliorer son environnement personnel et son cadre de télétravail. Et pour la mode, les tendances phares sont l'athleisure, le affordable luxury et les produits personnalisés. L'émergence d'une vraie sensibilité pour les produits éco-responsables est bien sûr observée sur toute la zone. Chouenrat, le marché de l'ameublement décoration aujourd'hui est en pleine mutation en Asie du Sud-Est, aussi bien sur le contract que sur le retail. Comment est-ce que la crise de la Covid-19 a bouleversé ce secteur? En fait, bonjour à tous et à tous. Excusez-moi, je suis Chunrat Mengtakul, je suis en charge, comme Quentin a dit, en charge du secteur de art de vivre et santé au sein de Business France à Bangkok. Et aussi, je suis correspondant du secteur déco de la zone asiano. Alors que depuis 2020, c'est quand la première vague de Covid est arrivée, on est, tous les pays, on est au début, tout le monde était un peu perdu, vous voyez, parce que c'est la première fois que ça arrive et que quand tout le monde devait rester à la maison, en Thaïlande, par exemple, ça peut être différent des autres pays comme Vietnam ou Malaisie. Thaïlande, on n'a pas vraiment 100% de confinement. Et parce que les gens peuvent encore sortir de la maison, il y a encore beaucoup de gens qui peuvent aller au bureau. C'est pas 100%
de confinement. Mais la majorité reste quand même en télétravail et que tous les grands magasins sont fermés pendant 3 mois ou plus. Et que ce qui s'est passé en ce moment, je donne tout d'abord exemple de la Thaïlande, c'est que tout le monde, après le premier jour de l'ouverture de tous les grands magasins, y compris des magasins spécialisés comme de type comme bricolage, comme ça, tout le monde en fait la queue devant ces magasins-là. Tout le monde enfin avait faim pour décorer leur ambiance. C'est quelque chose que c'est la première fois que j'ai vu que les consommateurs thaïs étaient devenus fous pour décorer leur maison, leur ambiance. Avant, les Thaïs aiment bien sortir de chez eux pour faire le déjeuner ou dîner à l'extérieur, mais avec le confinement, tout le monde doit travailler à la maison et c'est aussi le cas pour la Malaisie, car la Malaisie, maintenant, comme les gens devaient rester à la maison, je crois que c'est plus longtemps qu'en Thaïlande. Et le confinement, c'était plus strict qu'en Thaïlande. Alors qu'avec notre collègue en Malaisie, il y a il y a surtout la nouvelle génération qui sont les consommateurs de la génération active qui ont besoin de décorer ou créer leur ambiance à la maison, beaucoup plus sympa et aussi adaptée à la vie professionnelle, à la fois personnelle et professionnelle à leur domicile. Et même, il y a aussi en Malaisie et aussi le cas en Thaïlande, mais en Thaïlande, c'est peut-être moins qu'en Malaisie. En Malaisie, il y a aussi des décorateurs d'intérieur qui offrent leurs services en ligne, en conversation avec leurs clients, mais tout s'est fait en ligne parce que le déplacement était empêché par le confinement. Alors, le travail, le service s'est fait en ligne. Alors qu'en Australie, comme par exemple, avec la fermeture des frontières, alors les consommateurs australiens ont plus de budget. Au lieu de payer leur voyage, ils ont plus de budget important pour décorer leur ambiance et leur maison. Voilà, c'est quelque chose comme exemple à vous montrer pour comme impact de la COVID. C'est plutôt positif pour le secteur de la déco sous la zone. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Quentin. C'est parfait, merci beaucoup, Emrat. Et concrètement, pour vous, Maëlle, comment s'est manifestée cette nouvelle dynamique sur l'activité de Fermob dans la zone? Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous depuis Bangkok. Donc, comme disait Quentin, oui, je travaille pour la zone Asie du Sud-Est pour Fermob. Et donc, la pandémie a affecté notre business ici, mais ça nous a aussi permis de développer de nouvelles façons de communiquer avec nos clients. Donc ça, je vais en parler un petit peu. Mais finalement, comme vous le disiez au début du webinaire, en fait, la pandémie nous a permis à pousser les gens à investir davantage dans leur intérieur et dans leur confort et dans l'aménagement de leur maison, de leur appartement. Donc, mais pas seulement de l'intérieur, également de l'extérieur. Parce que les personnes qui ont la chance d'avoir un jardin, une terrasse, un balcon, dans les grandes villes, mais aussi à la campagne, ont décidé d'investir beaucoup dans ces espaces extérieurs et se sont rendus compte que ce n'était pas seulement un espace inutile, mais que ça pouvait servir de zone pour travailler, pour se détendre, pour faire des activités de loisirs. Donc, pour nous, ça a été un moyen de montrer à nos consommateurs que nos produits peuvent être utilisés pour différentes façons et aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, on a vu un vrai regain sur les produits, sur le mobilier finalement. Et de manière générale, donc, ce que je disais au départ, c'est qu'on a trouvé un autre moyen de communiquer avec nos clients, particulièrement sur la zone de l'Asie du Sud-Est. On s'est rendu compte que paradoxalement, même si on était tous très éloignés les uns des autres, que chacun était invité à rester chez soi, on a quand même, les clients cherchaient beaucoup de proximité avec les marques et d'autant plus qu'avant. Donc, on a renforcé, nous, notre présence sur les réseaux sociaux, sur Internet, et également sur les plateformes de communication en ligne, les plateformes de chat. Donc, par exemple, en Asie du Sud-Est, il y a différentes plateformes pour différents pays. Il y a Viber, par exemple, au Vietnam. Ici, en Thaïlande, c'est Line. Donc, nous, on a créé un compte Line, par exemple, pour notre marque, pour communiquer directement avec les clients. Et c'est quelque chose qui a été extrêmement demandé par nos clients, surtout quand le magasin, par exemple, à Bangkok était fermé.
On a eu besoin d'avoir une proximité avec les clients pour répondre à leurs questions de manière directe. Et ce besoin-là, en fait, il vient aussi d'un besoin de réactivité de la marque. Donc, c'est très important, pour nous, c'était important d'être réactif. Si on était présent sur ces réseaux sociaux et sur ces plateformes de discussion en ligne, c'était essentiel d'avoir une réactivité maximum parce que les clients, à partir du moment où ils posent une question sur un réseau social, s'attendent à avoir une réponse dans quelques heures. Donc, il faut avoir une équipe derrière qui puisse répondre aux questions rapidement. Donc voilà, notre manière de communiquer a changé et les envies des clients ont également changé, donc dans un confort toujours plus important. Et donc, toutes nos collections de sofas ont très bien fonctionné jusqu'à maintenant, encore maintenant. Et puis aussi les petits objets qui peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, on a toute une collection de petites tables, par exemple, qui fonctionnent très bien. Et voilà, j'espère avoir répondu à la question. C'était parfait, Maëlle, merci beaucoup. Maintenant, concernant donc, le marché de la mode et de ses accessoires, on sait que les pays de l'ASEAN ont été très attractifs pour les marques internationales et locales qui ne cessent aujourd'hui de se multiplier et d'ouvrir de nouveaux points de vente dans les pays. Chang, vous qui êtes basé au Vietnam, tous les pays de la zone donc, observent une croissance dans ce secteur de la consommation domestique en produits de mode et accessoires, malgré 2 années assez compliquées. La demande dans la zone n'est pas uniforme, on le sait bien, mais que recherchent aujourd'hui les consommateurs? Oui, oui, bonjour à tous et merci Quentin pour la question. C'est vrai que le secteur de mode et des accessoires de mode dans la zone a réussi à se maintenir pendant les 2 années de crise sanitaire. Et depuis quelques mois, on aperçoit la reprise de dynamique dans plusieurs marchés de la zone. Et donc, le secteur est prévu de se redresser fortement en cette année, en cette année 2022, pardon, avec la croissance estimée, par exemple, à près de 16% en Indonésie, de 31% en Malaisie, de plus de 11% en Thaïlande ou bien 14% au Vietnam. Voilà. Donc, l'ASEAN, c'est une zone qui abrite une population de plus de 600 millions d'habitants. Et ici, c'est le développement économique rapide dans les pays qui a mené à une classe de consommateurs jeunes, urbanisés, consommatrices et passionnés de shopping. Et donc, ces consommateurs ont un goût de plus en plus international et sophistiqué. Et plus précisément, ben, les consommateurs ici sont de plus en plus attirés par une mode décontractée que l'on appelle casual. Donc, par exemple, ils aiment bien les vêtements sportifs, les vêtements confortables. Et c'est pour ça que l'athleisure devient la tendance en vogue dans la zone, effectivement, comme Quentin vient de vous mentionner. Donc, c'est cette tendance qui dynamise les achats de t-shirts, de leggings, de sneakers, etc. Par exemple, je prends un exemple, la marque japonaise Onitsuka Tiger a ouvert son nouveau flagship store à Kuala Lumpur en fin 2021. Et donc, ce flagship store est décoré dans un style minimaliste où sont vendus une série complète de prêt-à-porter avec une série rare de sneakers. Voilà. Donc, l'athleisure dynamise non seulement la vente des sneakers, des leggings, etc., mais elle, elle dynamise également les accessoires comme les montres connectées. La marque américaine Garmin a ouvert son deuxième magasin au Vietnam en février 2022, donc, au début de cette année, et à Ho Chi Minh, dans le sud du pays. Et la marque a déjà ouvert son premier magasin l'année dernière dans la capitale à Hanoï. Voilà. Donc, dans la zone, on parle non seulement de casual comme tendance dans la vie quotidienne, mais on entend aussi de smart casual ou bien business casual dans le milieu professionnel. Donc, au fait, ce sont les notions qui désignent les tenues professionnelles à la fois élégantes et décontractées et convenables tout au long de la journée. Et ce style, au fait, se voit de plus en plus renforcé et confirmé dans plusieurs pays dans la zone, notamment pour la période de post-Covid. Voilà, c'est ma première observation. Et ensuite, la deuxième observation, c'est que actuellement, avec un pouvoir d'achat de plus en plus grandissant, les consommateurs locaux, ils sont à la recherche des articles de mode vraiment de bonne qualité et sophistiqués afin de se distinguer. Donc, les marques de niche, les marques haut de gamme, les marques premium sont recherchées. Et à côté de l'habillement, les accessoires tels que les chaussures,
la maroquinerie, l'horlogerie ou bien la lunetterie sont des segments de marché où l'on voit une croissance continue. Par exemple, en Malaisie, les segments porteurs que nous pouvons citer sont par exemple les sacs à main, la bijouterie, la lunetterie pour femmes, ou bien les chapeaux, les lunettes, les chaussures pour hommes. Et là-bas, les foulards sont également très populaires dans le pays. C'est la Thaïlande. Et ensuite, pardon, c'est la Malaisie. Et ensuite, pour la Thaïlande, le marché de chaussures est le marché le plus dynamique parmi les accessoires de mode. Pour le Vietnam, les articles les plus recherchés sont les chaussures, la maroquinerie, les lunettes de soleil, les montres de mode ou bien les montres connectées. Voilà. Et dernier point, dans la zone, on n'oublie pas les deux marchés spécifiques qui sont la Malaisie et l'Indonésie, où on trouve la tendance de vêtements plus couverts que l'on appelle la modest fashion, afin de répondre aux besoins des clients musulmans. Voilà, très brièvement, ce que cherchent les consommateurs d'Asie du Sud-Est aujourd'hui. Voilà, merci Quentin. Merci beaucoup, Chang. Patrick, donc vous travaillez depuis de nombreuses années avec le Business France, avec BPI, dans le cadre de votre entreprise A2CE de consulting pour implanter les entreprises dans la zone. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les profils de ces dernières entreprises à venir dans la zone aujourd'hui? Alors, bonjour à tous. Donc, comme l'expliquait Quentin, mon entreprise de consultant est agrémentée BPI. Donc, pour aider les entreprises françaises, plus particulièrement les PME, donc à s'éplanter sur la zone ASEAN, donc sur la zone Asie en général, puisque je me suis spécialisé depuis plus de 10 ans donc, sur cette zone. Donc le profil de mes clients, donc qui sont des clients français, ce sont des PME, donc qui recherchent effectivement donc une direction export externalisée. Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé donc sur le secteur mode sur la Thaïlande, donc subi, mais tout au moins avoir vécu donc les périodes Covid où effectivement il y avait un ralentissement. Malgré le fait que le gouvernement thaïlandais a quand même, je veux dire, aidé les gens donc, à pouvoir accéder je veux dire, des hôtels, des restaurants, donc en prenant en charge donc la moitié de la facturation, ce qui a permis effectivement à cette classe moyenne de pouvoir donc accéder à tout ce qui est de tout le monde du luxe, pouvoir sortir. Le gouvernement thaïlandais, c'est vraiment donc le fait qu'il y avait beaucoup moins de touristes, c'est vraiment axé sur cette clientèle qui aujourd'hui continue à dépenser, continue à vraiment s'intéresser au marché international. Et donc les derniers succès, donc pour répondre un peu à votre question, c'est que donc hier j'ai fait venir donc un importateur, enfin un propriétaire de plusieurs magasins en Thaïlande. Alors, donc des cordeurs alors sur Central donc à Bangkok et propriétaire de magasins sur Phuket. Donc la signature, il y a une signature qui est en train de se concrétiser. Donc le contrat est en train on est au draft contrat. Et je suis très content parce que c'est plus d'un an de travail donc, qui finalement finit par payer. Et j'en ai profité effectivement donc, grâce à Hervé Huchet donc, que j'ai pu apercevoir, donc, qui m'a donné donc, la possibilité de pouvoir accompagner plusieurs entreprises. Pour revenir donc à ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, donc il faut bien. Je parle plus précisément de la Thaïlande parce que donc c'est vraiment le pays que je connais le mieux donc sur cette zone. Et deux styles, et j'ai pu en percevoir deux styles donc bien particuliers sur Bangkok. Bangkok, donc j'ai par exemple la marque Castelbajac donc que j'accompagne. La marque Castelbajac donc, est vraiment donc, plus axée sur Bangkok, sur le côté urbain. Et vous avez donc un autre style, beaucoup plus décontracté, donc, sur Phuket, tout en respectant ce côté qualité, classe, donc, voilà, qu'on retrouve sur les marques. La deuxième marque, je veux dire, que j'ai accompagnée, avec qui effectivement, je veux dire, il y a un contrat qui va se signer, c'est la marque MCS, donc c'était ex-Marlboro classique. Là aussi, qui correspond très bien, donc, de par effectivement l'historique de la marque. Et mon client a été vraiment satisfait. Donc, on a fait la visite des showrooms hier et ça s'est super bien passé. Et donc, le contrat devrait se signer vraiment très, très prochainement.
Voilà l'expérience et comme je disais, comme j'expliquais tout à l'heure, une redécouverte de la Thaïlande, un dynamisme, une envie vraiment de consommer, des marques de luxe, des marques internationales. C'était vraiment très, très positif. Voilà. Très Merci bien. Quentin. Merci beaucoup, Patrick. Et donc, comme je le mentionnais précédemment, donc avec la réouverture des frontières internationales donc dans tous les pays de l'ASEAN, sans aucune restriction, mis à part des certificats de vaccination et des autotests pour certains pays, les pays s'attendent vraiment à un retour du tourisme en masse avec une activité cruciale et déterminante pour beaucoup d'économies de la zone. La Thaïlande, par exemple, attend à partir du mois de juillet de cette année 1 million de touristes par mois jusqu'à la fin de l'année, ce qui est énorme après des années très très pauvres en termes de tourisme. Maëlle, est-ce que vous avez ressenti un regain d'activité au niveau de la zone avec des nouveaux projets hôteliers, résidentiels qui s'étaient essoufflés ces 2 dernières années? Oui, effectivement, beaucoup de nos projets ont été mis en suspens à partir de mars 2020. On a quand même travaillé sur de nombreux projets pendant le Covid qui étaient indépendants de l'industrie hôtelière. Et là, on connaît un vrai regain, une vraie reprise des projets sur la zone, et principalement sur Singapour, qui pour nous est un hub vraiment sur la zone Asie du Sud-Est, parce que beaucoup de grands cabinets d'architectes et de design sont basés à Singapour, qui ont aussi des bureaux dans le reste du monde, mais qui ont une représentation sur Singapour, qui drainent des projets sur toute la zone Asie, mais également parfois sur des projets sur les États-Unis ou l'Europe. Donc Singapour est pour nous la plaque tournante un peu des projets sur l'hospitality. On a travaillé par exemple sur différentes catégories de projets ces derniers mois, notamment une chaîne de restaurants par exemple, Super Locaux, qu'on a eu la chance de meubler, plusieurs condominiums, puisqu'on travaille beaucoup avec les condominiums sur la zone Asie du Sud-Est, également avec l'Université de sciences de Singapour, et on a également meublé des malls, donc des centres commerciaux, notamment Paya Lebar à Singapour. Donc, on travaille beaucoup avec Singapour en ce moment, puisque c'est un des premiers pays qui a repris l'activité au niveau des projets. On travaille également surtout sur la Thaïlande, sur les projets hôteliers. Donc, récemment, nous avons meublé le The Standard Hotel, qui est une chaîne d'hôtels américaine qui vient de s'implanter pour la première fois en Asie du Sud-Est, en Thaïlande. Ils ont 2 hôtels qui viennent d'ouvrir à Hua Hin et Bangkok. Donc, nous avons meublé les 2 établissements. Donc, effectivement, une grosse reprise des projets ces derniers mois, et principalement sur Singapour, la Thaïlande, mais aussi le Vietnam qui se développe énormément, comme ça a été dit un petit peu plus tôt. Merci beaucoup, Maëlle. Chouenrat, au regard des différents projets évoqués par Maëlle et en tant que correspondant sur la zone dans le secteur de l'ameublement et de la décoration, à quoi est-ce que l'on peut s'attendre pour les prochaines années dans ce domaine en termes de nouveaux défis, de leviers de croissance sur la zone? D'accord. Je rejoins vraiment à ce que Maëlle vient de vous dire. Il y a de nombreux projets dans la zone. Tout d'abord, il faut que je parle, il ne faut pas oublier que l'Indonésie est en train de créer sa nouvelle capitale qui s'appelle Nusantara et qui va remplacer Jakarta à cause de problèmes tout d'abord, tout le monde sait, problèmes de trafic. Il y a aussi problèmes d'inondation, tout ça, choses comme ça. Et que les premières délocalisations, c'est prévu en 2024 pour les bureaux administratifs. Et après, il doit y avoir aussi des affaires, des entreprises. Mais en 2024, c'est d'abord commencer par l'administration. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'on devrait tenir en compte. Et parce que les projets là, dans cette nouvelle capitale devraient représenter quelque chose d'important dans le secteur de la décoration et de l'architecture aussi. Donc, ça, c'est pour l'Indonésie. Et en Indonésie, il ne faut pas oublier aussi, c'est aussi un pays de tourisme, surtout à Bali. Donc, il y a des hôtels, des grandes chaînes internationales qui sont présentes à Bali. Et après, à mon avis, je suis sûre que les différentes chaînes d'hôtels devront aussi aller à cette nouvelle capitale qui s'appelle Nusantara. Voilà. Et après Indonésie, Vietnam est en train de se développer aussi. Il y a environ 400 000
jusqu'à 500 000 nouveaux projets de construction de maisons et villas qui sont annoncés ou qui sont déjà commencés au Vietnam. Et que les consommateurs de la classe moyenne au Vietnam commencent à beaucoup apprécier des produits importés, comme par exemple dans le secteur de la décoration. Si je compare avec la Thaïlande, il y a même des marques françaises qui sont implantées au Vietnam avant la Thaïlande. Il y a déjà quelques marques que je connais. Ils sont partis au Vietnam avant de considérer la Thaïlande. Voilà, c'est quand même un autre marché à ne pas oublier, à prospecter pour le Vietnam dans le secteur de la déco. Et en plus, pour le Vietnam, comme vous le savez peut-être, qu'il y a des accords de libre-échange aussi entre le Vietnam et l'Union européenne, qui est quelque chose qui est un atout pour les exportateurs français dans différents domaines, pas seulement dans la décoration. Et après ça, si je parle de la tendance, est-ce que je peux parler aussi de la tendance dans la zone? C'est un pas de projet, désolé. Maëlle peut toujours me compléter si vous savez quelque chose. On a aussi constaté que dans la déco, il y a le style, le design minimal qui commence à prendre la place chez les consommateurs, surtout la nouvelle génération, et aussi les meubles modulables, les meubles multifonctionnels. Comme par exemple, j'ai vu dans des réseaux sociaux qu'il y a maintenant des nouveaux projets de condominium qui s'adaptent. Par exemple, un meuble qui peut être à la fois bureau, le lit et fauteuil. Voilà, ça c'est en une seule pièce. On a un meuble multifonctionnel. Voilà, c'est quelque chose qui est en train de se développer aussi sur cette zone. Et autre chose, il ne faut pas que j'oublie de vous parler, c'est que en Asie du Sud-Est, il y a la Thaïlande, le Vietnam, Malaisie et le Singapour, où on est en train de voir l'augmentation de la population senior. Donc, il y a aussi des producteurs, des fabricants de meubles locaux qui commencent à offrir les meubles qui peuvent adapter aux personnes âgées. Et il y a aussi des nouveaux consommateurs, c'est-à-dire les enfants qui sont la génération active, qui cherchent des petits articles, ça peut être articles de décoration ou articles de la maison connectés, qui peuvent aider leurs parents quand ils sont à la maison. Voilà, c'est des objets ou des gadgets, on appelle ça des gadgets qui peuvent non seulement être comme un objet de décoration ou juste quelque chose comme ça pour mettre sur une table ou une chaise, mais quelque chose, un objet connecté. Voilà. C'est ce qui se passe et comme aussi tendance sur ce marché. Voilà. Merci beaucoup, Chouenrat, pour toutes ces tendances et tous ces détails. Revenons maintenant un peu sur la mode et ses accessoires. La situation est un peu différente avec l'ouverture des frontières, car aujourd'hui, le défi des marques, aussi bien locales qu'internationales, est de Quentin, il y a un revenir. petit C'est problème de ton le micro. micro, ouais. Et Oui. c'est pas moi cette fois-ci. Hein, Pardon. Je crois que ça vient de Quentin. ouais, je pense que c'est son micro. Non, 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 il y a donc 15 de grésillement. Donc c'est. Là, c'est mieux ou pas? Non. Toujours pas. Alors, attendez, je vais mettre mon casque, ce sera sûrement mieux. J'essaye, super. Vous m'entendez? Ah oui, là, ça a l'air beaucoup mieux. Ça va mieux? Allez-y. Oui, 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 c'est ah oui, mieux. beaucoup mieux. Ah oui, Donc désolé. Revenons donc à la mode et à ses accessoires. La situation est donc assez différente avec l'ouverture des frontières, comme je le disais, puisque les marques, aussi bien locales qu'internationales, vont essayer de retenir et de fidéliser leur clientèle existante qui consommait énormément pendant 2 ans. Et ils vont essayer de relever ce défi tout en attirant en fait de nouveaux segments cibles, tout en attirant les nouveaux touristes. Alors, Patrick, aujourd'hui, donc quels sont les conseils, par exemple, que vous donnez le plus souvent aux entreprises françaises souhaitant s'exporter dans la zone ASEAN et qui n'ont pas d'expérience et qui sont peu connues du grand public local? Bah, la première chose, c'est effectivement, je vais dire, de se faire accompagner.
Donc ça, c'est important de ne pas perdre de temps, même si effectivement ces entreprises peuvent avoir, par le biais de BPI, donc une aide en termes de trésorerie, donc puisqu'il y a une avance de trésorerie qui est faite. Donc ce sont des atouts qu'il ne faut pas dépenser à mauvais escient, d'où la raison de se faire accompagner. Business Front donc propose des missions acheteurs, donc il y a des salons porteurs surtout donc sur cette zone, sur tout type de secteur. Il faut absolument que l'entreprise ne perde pas de temps et qu'elle cible déjà, je veux dire, les meilleurs moyens pour pouvoir s'implanter et conquérir de nouveaux marchés. Les salons, donc les missions acheteurs pour moi, sont les atouts les plus importants. Donc, voilà. La connaissance, parce que en fait, le faire de se faire accompagner a déjà une connaissance de la culture locale. Il ne faut pas l'oublier également. Donc, quelles sont les tendances, quels sont les produits qui passent le mieux. Donc, pour éviter effectivement de perdre le maximum de temps. Voilà. Donc, moi, à chaque fois que j'ai un client, donc je lui explique donc la manière effectivement de s'implanter sur un nouveau pays. Et c'est valable pour d'autres pays, donc en Asie, puisqu'il y a quand même une culture qui est différente de la France. Il faut savoir s'adapter et il faut savoir trouver les bons partenaires. Donc ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Très bien, merci beaucoup. Chang, cette fois-ci, donc en tant que correspondante mode et accessoires dans la zone, quels signes observe-t-on sur les différents marchés? Quelles sont les opportunités que doivent aujourd'hui saisir les entreprises françaises? Oui, oui, alors plusieurs choses. Tout d'abord, la mode sur la zone. La mode féminine reste actuellement le plus gros segment du marché de l'habillement. Elle représente approximativement plus de 50% de part de marché, suivi de la mode masculine qui représente entre 35 et 38%, et enfin la mode infantile qui représente à peu près 15% de part de marché. Donc, ça veut dire qu'il y a encore de la place pour les offres destinées aux hommes et aux enfants. Voilà, première observation. Ensuite, deuxième observation, c'est que les consommateurs ils portent de plus en plus d'attention à l'origine et aux méthodes de fabrication des produits qu'ils achètent. Donc, ça veut dire que les produits de niche se différencient par leur design, par les matériaux utilisés, par l'origine des matières premières ont plus de chances de plaire les consommateurs locaux, notamment si ces marques ont des activités de marketing, les activités de com vraiment poussées, et si elles sont représentées par les influenceurs et les KOL partageant leurs valeurs. Parce qu'ici, dans la zone des réseaux sociaux et les influenceurs jouent un rôle vraiment très, très important. Voilà. Et quand je parle des matériaux utilisés, je pense également et en même temps à l'éco-fashion. Et en fait, une partie de consommateurs, notamment dans les grandes villes comme Bangkok, comme Kuala Lumpur, comme Hanoi ou Ho Chi Minh Ville, sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales et éco-responsables. Et on voit, par exemple, il y a des créateurs locaux qui optent aujourd'hui pour les matériaux respectueux de l'environnement. Par exemple, au Vietnam, il y a une marque locale dans la lunetterie qui propose des lunettes en bois. Ou bien en Indonésie, on commercialise des sacs de rotin tissés à la main. Voilà. Et ensuite, quand on parle de la zone Asie du Sud-Est, on ne peut pas parler de la zone sans parler de l'e-commerce, qui était le principal moteur de croissance pendant la crise. Et au fait, selon les statistiques les plus récentes de We Are Social, qui a été publié en janvier de cette année, les achats en ligne des produits de la mode ont connu la croissance en 2021 de plus de 85% en Thaïlande, de près de 40% au Vietnam, de près de 50% en Malaisie et de 58% en Indonésie. Et selon les prévisions, le Vietnam, l'Indonésie et la Thaïlande seront le top 3 des marchés les plus grands en e-commerce en Asie du Sud-Est dans 3 ans, 2030, 2025. Et voilà. Donc, je sais qu'il y a des marques françaises qui sont très fortes en canal de vente en ligne. Donc, ces pays dans la zone pourraient très bien les intéresser. Voilà. Et donc là, c'est la vente en ligne. En ce qui concerne la vente en physique,
dont je parle des achats in-store. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le service client, c'est l'expérience client et c'est la personnalisation des produits. Par exemple, dans la lunetterie, les consommateurs maintenant, ils peuvent essayer les lunettes en ligne grâce à la réalité augmentée. En fait, c'est déjà appliqué en Malaisie ou bien au Vietnam. Voilà. Donc, pour les offres françaises, est-ce qu'il existe des opportunités? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que ici, sur la zone, la culture et l'art de vivre à la française sont appréciés des locaux. Et donc, le Made in France, c'est perçu comme une gage de qualité et a une forte capacité de séduction. Et pourtant, pratiquement, on voit aujourd'hui que les grandes maisons comme Louis Vuitton, Hermès, comme Dior, Chanel, etc., sont très, très présentes sur le marché. Donc, ce qui pourrait faire penser aux gens que les articles français sont plutôt destinés à la clientèle aisée, alors que maintenant, euh, en général, l'art de vivre à l'occidental commence à se démocratiser dans plusieurs pays. Donc, je pense que les marques françaises peuvent profiter de cette tendance pour mieux se présenter sur la zone. Voilà. Et puis, un élément important qui constitue un grand atout pour les marques françaises, c'est l'accord de libre-échange, effectivement, comme Shunrat vient de mentionner. Donc, cet accord, vraiment, qui aide énormément sur la partie taxe pour l'export des biens français vers le Vietnam. Et oui, et puis en parlant du Vietnam, comme je suis basée ici localement, je pense qu'il y a un petit point qui serait peut-être intéressant à partager, c'est qu'il y a des différences dans les habitudes de consommation, même des consommateurs qui se trouvent même dans un pays. Par exemple, au Vietnam, les consommateurs dans le sud, dans le nord, ils sont plus fidèles à la marque, alors que les consommateurs dans le sud du pays, dont je parle de Ho Chi Minh Ville. Donc, Ho Chi Minh Ville, c'est le centre économique du pays. Donc, les gens là-bas, ils sont plutôt ouverts à la nouveauté. Donc, ils n'hésitent pas, par exemple, de regarder les nouvelles marques, etc. C'est pour ça que normalement, au Vietnam, quand une nouvelle marque qui veulent entrer sur le marché, ils commencent très souvent par Ho Chi Minh Ville, avant de monter à Hanoï. Voilà. Voilà, c'est pour répondre à ta question, Quentin. Merci beaucoup, Chung, c'était très complet, c'était très précis. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes et à tous pour vos précieuses réponses. Merci de votre participation à ce webinaire. Nous avons maintenant une dizaine de minutes à peu près pour répondre à vos différentes questions, si vous en avez, les participants, que ce soit sur un pays en spécifique, que ce soit sur une tendance, le libre à vous de poser vos questions. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ce que Bien sûr. Charles vient de dire sur le Oui. e-commerce? Oui. Il y a une étude de Temasek, le concours Temasek, qui est un concours singapourien, qui a fait une étude sur la taille de l'économie Internet de la zone asienne. C'est que l'étude a dit que la valeur de e-commerce de l'Asie du Sud-Est devra atteindre 360 milliards de dollars en 2025. Là, c'est-à-dire, c'est vraiment un grand pôle économique dans l'achat e-commerce. Et qu'il y a des plateformes, des principaux plateformes en général, comme Lazada ou Shopee ou ailleurs dans la zone. Mais les distributeurs eux-mêmes, ils offrent aussi leur plateforme e-commerce que les acheteurs, les consommateurs peuvent acheter en direct via leur plateforme. Voilà, c'est juste une petite chose à ajouter concernant le e-commerce. Merci beaucoup, Shwenrat. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je voulais savoir quand même pour la mode enfantine, quel type d'entreprises peuvent aller sur cette zone? Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de PME ou très peu. Ce sont principalement des TPE. Donc, elles travaillent pratiquement soit seules ou avec éventuellement quelqu'un pour la commercialisation. Mais bon, ça reste 1, 2 personnes dans l'entreprise. C'est-à-dire beaucoup de choses à faire. Et j'ai pas l'impression en fait qu'il y ait énormément de place pour des marques comme ça. Je veux dire, tout le monde s'appelle pas Tartine et Chocolat ou qui sont déjà connues. Moi, j'ai surtout des marques
arrivent sur le marché. Là, j'en ai encore découvert 2, 3. Bon, elles ont que quelques mois d'existence, donc là, on va même pas en parler. Mais il y a d'autres marques qui sont déjà installées depuis plusieurs années, mais qui restent quand même petites. Donc, elles n'osent pas s'aventurer sur des marchés comme ça, ou alors il faut un accompagnement peut-être très, très précis. Alors peut-être des missions, des choses comme ça à organiser, je ne sais pas. Via Business France, j'imagine que ça peut se faire. Donc voilà, moi c'était ma question en fait. Je peux répondre juste, je veux dire, Bien pour sûr. l'accompagnement. Donc, BPI aide les entreprises, vous parliez de PME, de TPE, donc BPI aide les entreprises, les petites entreprises, donc à pouvoir recevoir donc je veux dire, un financement, une trésorerie avant de prospecter, je veux dire, le nouveau marché. Donc, ce qui est déjà très important, et comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc un accompagnement est nécessaire. Business France le fait, donc vous avez aussi d'autres acteurs, donc sur chaque pays qui le fait. Bon, la Thaïlande que je connais plus, donc et le Vietnam, il y a quand même une tendance, importante. Je veux dire, en ce qui concerne les enfants, les Asiatiques sont très axés sur la mode infantile, et donc l'enfant a une part très importante. Donc, je pense qu'il y a de la place. Il suffit de trouver le bon partenaire sur place, d'avoir le bon partenaire. Effectivement, je veux dire, les grandes marques sont très présentes. Il y a donc des grandes marques qui font de l'enfant, mais je pense qu'il y a une possibilité. Bien sûr, si vous avez la possibilité donc, de pouvoir vous développer sur ces marchés, c'est tout à fait faisable. Et la qualité, tout à l'heure, je reprends ce que disait donc, une intervenante, la qualité joue un rôle important aussi. Donc c'est fini, effectivement, je vais dire, les vêtements qui sont faits avec de la très mauvaise qualité aujourd'hui. Donc il y a vraiment une envie d'avoir des vêtements, je veux dire, avec des beaux matériaux, avec quelque chose qui est agréable à porter, que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant. Mais justement, dans le cadre de la mode enfantine, actuellement, il y a vraiment des très jolies petites marques qui sont qualitatives, avec des très beaux produits qui peuvent être originaux, mais principalement axés sur l'éco-éthique, etc. Donc, je pense que ça peut avoir on peut certainement y trouver des débouchés. Il faut juste qu'elles puissent trouver les moyens de le travailler, en fait. C'est ça. Je voulais ajouter BPI, quelque ça chose. répond un peu aussi à la question, en fait. Oui, je me permets de compléter à la réponse. Au fait, les enfants, comme partout dans le monde, je pense, c'est le centre d'attention de toute la famille. Donc, les parents, ils n'hésitent pas à dépenser plus pour leurs enfants. Après, en ce qui concerne les habillements pour enfants, ben, c'est vrai que sur le marché, il y a déjà plusieurs offres, mais je pense qu'il manque maintenant vraiment, ça vient du souci de la qualité du produit. Et parce que tout à l'heure, j'avais dit que les parents, enfin, les consommateurs, ils font de plus en plus d'attention à l'origine et à la qualité de produit. C'est pour ça que le serment qui pourrait être très intéressant pour les offres françaises, c'est le serment de produits naturels et bio. Par exemple, la qualité du tissu, si c'est se fait à base de coton bio, par exemple, seront bien appréciés sur le marché local. D'accord. Voilà, c'est ce que je pense. Hein. Ok. Je vais les informer. Ouais. Il y a des marques, je reprends, je vais dire un exemple, alors peut-être pas sur la Thaïlande ni sur la zone asienne, mais sur la Chine. Sur la Chine, il y a eu des marques comme Louis Louise, par exemple, donc voilà, qui a explosé, je veux dire, sur ce marché. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blogueuses, enfin des gens qui ont vraiment, c'est parti de rien. Donc c'était une marque, donc comme vous le citiez, qui n'était pas forcément connue du public, mais qui était originale. Et comme effectivement sur cette zone-là, il y a une envie de la famille de s'occuper de l'enfant, a une part très très importante dans ces cultures. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Donc les entreprises françaises doivent s'intéresser non seulement, je veux dire, donc au marché, mais s'intéresser à la culture pour pouvoir proposer quelque chose qui correspond, je veux dire, à la culture locale, quoi. C'est ça. Oui, non, mais il y a une marque comme Louise Micha aussi qui marche Louise bien. Micha également, donc mais voilà. elle a carrément un bureau de com à Shanghai. Voilà.
Voilà. Non, Mais enfin depuis 3 ans. voilà, mais C'était mais avant c'est le parti. Je confinement. vais vous La expliquer. dernière fois que je suis allée, moi, donc Ouais. Mais c'était avant le confinement, en fait. ces marques se sont développées grâce à des Chinoises qui étaient sur Paris et qui achetaient, qui ont découvert ces marques. Et vous savez, donc ça va très vite, hein. Tout à l'heure, on Oui. le disait, donc ce qui met un certain temps en France à se développer peut aller très vite, hein. Donc les réseaux sociaux, les blogueurs, etc. Donc voilà, ça peut aller très très vite là-bas. Et ces marques-là, donc Louise Micha par exemple, donc c'est développé grâce à des acheteuses françaises qui ont aimé les marques, qui aimaient la qualité et qui les ont développées sur le marché chinois, tout simplement. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai les Lutins aussi, qui est un distributeur. Voilà. Il y a Oscar et Valentine. Bon, on les subventionne plus malheureusement parce qu'ils font pratiquement que de la maille. Mais je crois que là, elle s'attaque un peu aux chaînes et trames. Mais elle fait carrément fabriquer en Chine. Donc, elle avait pris comme partenaire le dirigeant de son usine, en fait. Moi, je trouvais que c'était un peu risqué. Parce que Ouais, mais il y a des. Bon, a priori, ça ne lui a pas posé de problème réellement. Pour avoir rencontré ce monsieur, ça se passait très bien. Mais c'est vrai que ça peut être à double tranchant aussi. Avoir un métier. distributeur indépendant, c'est pas plus mal non plus. Après, quand vous avez une réussite, il y a beaucoup, donc, moi, même en Thaïlande, d'importateurs ou de propriétaires d'usines qui demandent d'avoir la licence. C'est ça. Voilà, Ça. et ils demandent d'avoir la licence. J'ai encore le cas, donc les questions sont toujours les mêmes. Soit vous avez l'exclusivité, parce que sur un marché, c'est pas la peine d'avoir plusieurs intervenants, donc il suffit d'avoir le bon partenaire, donc, et après ça se développe. Mais donc, il y a soit une demande d'exclusivité, ou soit vous avez des partenaires qui demandent une licence, parce qu'ils ont la possibilité de fabriquer par eux-mêmes. Donc, on va dire que c'est usuel, quoi. Je veux dire, c'est très souvent que ces questions se posent. Bien sûr. Nous avons une question dans le chat, désolé, de la part de Laure Deloucourt. Est-ce que vous avez le nom de l'agence de com de Louise Micha à Shanghai? Alors, non, mais je peux peut-être l'avoir. Après, si elles veulent bien me la communiquer, mais je les connais bien, de toute façon. Donc, je peux poser la question, et puis dans ce cas-là, Quentin, je te Oui, l'envoie. très bien. Hein? Et je rentrerai en contact avec Madame Ok, Delcourt. ça Très bien, marche. merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être de la part des autres participants à nos différents intervenants? Avec plaisir. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, je remercie donc tous les intervenantes et les intervenants de ce webinaire. Et donc, avant de vous dire au revoir, j'aimerais demander à chacun des panélistes d'adresser ses derniers mots au public, en commençant par Maëlle, puis Chang, Patrick, et pour finir, Shwetrat. Merci beaucoup. Merci. Maëlle, je t'en prie. Oui, excusez-moi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était un plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci Maëlle. Oui, donc ça a été un plaisir d'avoir cet échange ensemble avec vous aujourd'hui et j'espère que la discussion vous a fourni un aperçu sur la zone d'Asie du Sud-Est. Et donc, après ce webinaire, si vous avez des questions ou bien si vous êtes intéressé à un marché spécifique dans la zone, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ça nous fera plaisir d'échanger avec vous sur votre besoin et sur votre secteur respectif. Voilà. Et donc, dernier mot, merci beaucoup à Quentin pour l'animation du webinaire et merci à vous tous pour votre participation. Merci beaucoup. Patrick. Mais je remercie d'abord Quentin pour l'organisation de ce webinaire. Comme donc le reste des intervenants, je suis à disposition. Donc, voilà, Quentin a toutes mes coordonnées. Si une entreprise, si quelqu'un est intéressé, effectivement, je dirais pour pouvoir se développer sur ces marchés-là. Donc, je suis tout à fait donc à l'écoute. Voilà. Merci encore Quentin. Donc, c'était parfait. Merci. Et Shwetrat, enfin. Alors, en fait, je vous remercie aussi pour votre présence et de nous écouter. La Syrie du Sud-Est est en train de s'ouvrir le pays après la COVID et que les activités ont déjà commencé à reprendre. Donc, il y a encore beaucoup de place, surtout des nouvelles opportunités dans le secteur ADECO, comme vous avez déjà écouté de ce que j'ai parlé pendant le webinaire. Donc, merci beaucoup à Quentin et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire.
Merci beaucoup Merci à à vous. tous. Merci à vous d'avoir Merci. participé, d'avoir été présents. Je vous souhaite donc une belle journée pour ceux qui sont en France, parce que vous êtes encore le matin, Oui. et une belle fin de journée pour ceux qui sont en Asie du Sud-Est comme nous. La vidéo, le webinaire a été bien sûr enregistré. Si vous voulez retrouver le lien, je pourrais vous l'adresser sans aucun problème Ce serait bien. via mail. Mm. Oui, tout à Oui. fait. Je vous remercie Merci. et à très Merci. vite. Belle journée À à très vous. vite. Merci, au Merci. revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir, merci.